Les podcasts de la paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup d'être venus pour cette conférence sur l'impact de l'élevage, et notamment de l'élevage intensif. Alors du coup, on accueille avec nous aujourd'hui Scandola Graziani. T'es journaliste à Reporter et tu as également beaucoup travaillé sur tous les enjeux autour de l'exploitation animale et notamment de la captivité. Et on rencontre aussi Samuel Dugas. Donc toi, tu es éleveur à Bay. D'animaux, donc de vaches, il me semble, voilà, de vaches laitières dans un modèle alternatif, pâturage, en collaboration avec ta femme qui, elle, élève des brebis allaitantes. Et tu es également élu à la Chambre d'agriculture d'Ille-et-Vilaine pour la Confédération paysanne, dont tu es le porte-parole aussi départemental. Donc merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour introduire un peu cette conférence, je vais vous donner quelques chiffres. Donc on sait qu'actuellement en France, 80% des animaux qui sont abattus sont issus de l'élevage intensif et 3,2 millions d'animaux sont abattus chaque jour en France. Et au niveau mondial, on est à 1090 milliards d'animaux tués chaque année. Donc face à ces données qui sont considérables, et qui montre à quel point ce système exploite les animaux et les tue en masse pour servir notamment des intérêts capitalistes. Scandola, pourrais-tu un peu nous parler de l'impact que ça peut avoir tout ça, à la fois sur l'environnement, sur la santé. Enfin, on sait qu'il y a plein de conséquences de l'élevage, notamment intensif. Donc voilà, est-ce que toi, tu pourrais nous donner un peu ton point de vue de journaliste là-dessus ? Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Pour compléter ce que tu disais au niveau des chiffres, je trouve que c'est intéressant aussi de resituer la problématique en France. Donc en France, en fait, c'est 50% des animaux d'élevage qui sont détenus par 1% des exploitations. Donc en fait, c'est des chiffres qui permettent de se dire que finalement, il y a peu d'exploitations qui exploitent beaucoup d'animaux. C'est 130 millions d'animaux qui sont enfermés dans 2000 exploitations à peu près pour avoir des chiffres concrets en France. Et donc la France est le deuxième pays qui abrite le plus d'élevage intensif en Europe. Donc c'est quand même pas rien. Du coup, sur les conséquences environnementales, on est dans une région quand même qui est bien placée pour illustrer ça. Donc la première, en tout cas, une des premières images qui vient à l'esprit quand on pense à l'impact environnemental de l'élevage intensif, c'est les algues vertes en Bretagne. Il y en a ailleurs, mais en tout cas, la Bretagne, c'est typiquement le cas d'école de ce qui se passe en fait et de comment l'élevage intensif va vraiment directement avoir un impact là-dessus. Donc, en fait, ce qui se passe, donc, j'imagine que vous connaissez quand même un petit peu le mécanisme des algues vertes, mais pour resituer, pareil, pour redonner des chiffres, c'est un phénomène qui est à 94% lié à l'élevage intensif. C'est lié aux engrais azotés et aux épandages de type lisier, en fait, qui vont dégager des nitrates, qui vont ensuite nourrir les algues vertes et qui va les faire proliférer. Donc c'est un problème évidemment pour les côtes. Enfin, on a tous en tête l'enquête d'Inès Leroux là-dessus qui montre que ça a pu tuer des animaux, mais même des humains, enfin mettre des personnes quand même en grave danger. En plus du fait que c'est une pollution visuelle, mais ça c'est presque accessoire par rapport à la dangerosité du phénomène. Donc ça va vraiment étouffer toute la vie sur les côtes. Et là très récemment, dans Reporter, on a sorti un article qui montre que ça étouffe pas seulement la biodiversité en surface, ça l'étouffe aussi sur les fonds marins. Il y a des endroits, notamment dans la rade de Brest, c'est des couches de 2 mètres d'épaisseur d'algues vertes en fait, qui viennent et qui étouffent complètement la biodiversité marine. Donc, en plus, la rade de Brest, c'est un écosystème hyper particulier avec des frayères pour les poissons, les oursins et tout ça. Donc, c'est vraiment une catastrophe également pour la biodiversité marine. Et donc, c'est lié à la problématique de l'élevage intensif, c'est aussi lié au type d'élevage intensif qu'il y a. Pour rappel, en Bretagne, il y a la plus grande ferme porcine de France. C'est une ferme qui abrite 21 000 cochons. Donc, il faut quand même se représenter la quantité d'animaux entassés
que ça crée. Et du coup, de fait, là, il y a plein de productions de nitrates qui vont directement ensuite dans l'environnement. Et en plus, là, c'est vraiment la période, c'est une période qui est très propice à la prolifération des algues vertes parce que dès qu'il commence à y avoir un peu de précipitation et de redoux, et c'est là que l'eau vient et en fait qu'il y a le ruissellement qui se fait jusqu'à la mer, quoi. Et du coup, dans les pollutions, on va dire, directes de l'élevage intensif, il y a aussi évidemment les pesticides parce que la plupart des élevages intensifs ont besoin de cultures, notamment du maïs, pour nourrir les animaux. Et en fait, c'est un vrai problème parce que ces cultures-là, elles nécessitent d'être alimentées, enfin en tout cas, dans le système actuel, elles nécessitent d'être alimentées par des pesticides hyper nocifs et qui se retrouvent dans l'eau. Donc c'est le cas comme je disais sur les champs de maïs, les exploitations de maïs où on retrouve énormément de pesticides derrière qui polluent l'eau. Donc ça c'est en tout cas c'est on va dire les deux grands sujets de pollution directe en lien avec l'élevage intensif. Après, donc ça c'est un peu l'impact sur l'environnement. Après évidemment sur la santé, de fait les algues vertes ça a un impact sur la santé comme je vous l'expliquais. Les pesticides ça a un impact sur la santé, mais plus directement les élevages intensifs de type ICPE, donc c'est les grandes installations. Je sais plus exactement ce que ça veut dire ICPE, mais en gros c'est installation classée pour la protection de l'environnement. Ouais, voilà, c'est ça. Et ces trucs-là, c'est pareil, c'est une catastrophe en termes de nuisance. On a sorti une enquête là dans Reporter sur un méga poulailler de la marque Ledoux dans le Var, il me semble. En fait, c'est une exploitation qui... alors, je crois c'est pareil, c'est quasiment 100 000 poulets, je crois. Enfin, c'est vraiment énorme. Et en fait, ils veulent s'accroître, sauf que... donc déjà, ça pollue l'eau. Enfin, il y a une source de pollution de l'eau. Il y a eu des rejets qui ont été mesurés... des effluents en fait d'animaux qui se sont retrouvés dans l'eau, donc il y a une pollution de l'eau. Et en plus les bâtiments, c'est des anciens bâtiments qui sont faits en amiante et c'est juste à côté des habitations. Donc en fait il y a vraiment des grosses questions qui se posent pour les riverains de ces élevages-là. C'est pas anodin et ça je pense que c'est un truc qu'on oublie parfois. On pense tout de suite site Céveso et tout ça quand on pense aux dangers pour les habitations, mais en fait les élevages, il y a aussi des graves nuisances pour les riverains. Et évidemment, l'impact quand même sur notre santé directe, c'est tout ce qu'on retrouve dans la viande qui va être produite dans ces élevages-là, donc les antibiotiques. En plus, la viande rouge elle-même en fait est potentiellement cancérigène. C'est quand même un truc qui est quand même à noter. Enfin, je veux dire, les élevages intensifs, si l'objectif c'est de faire consommer de la viande et que la viande rouge en elle-même est cancérigène, c'est quand même c'est quand même pas anodin sur la santé et ça, c'est clairement à rentrer en compte dans les conséquences directes sur la santé. Et puis il y a aussi un aspect, on parlait de l'impact humain, il y a aussi un aspect précarisation du travail, parce qu'en fait dans ces élevages-là, c'est pas des personnes qui sont très bien rémunérées, il y a des problèmes d'accidents au travail aussi. Pareil, je vous renvoie vraiment sur l'enquête qu'on a fait sur le méga poulailler dans le Var, là où en fait on montrait que les personnes qui travaillaient dans cet élevage, c'était des gens qui étaient payés au lance-pierre, avec parfois des accidents de travail très lourds. Je crois qu'il y avait une personne qui s'était fait couper un doigt carrément dans un truc. Donc, voilà, c'est aussi un coût humain, c'est pas seulement sur notre santé, c'est aussi un coût humain, c'est l'exploitation des animaux et des gens qui y travaillent, sans compter toutes les conséquences sur la santé mentale en fait de ces personnes-là qui travaillent dans les élevages, parce que je pense que vous imaginez comme moi que être dans une usine de broyage de poussins 24 heures sur 24, ça n'aide pas, je pense, à avoir la vie d'un jour nouveau, quoi. Enfin, clairement, c'est pas le travail qui va être le plus valorisant et dans lequel on va le plus trouver du sens. Donc voilà, je sais pas si... peut-être qu'on reviendra après sur tout ce qui est enjeu de consommation d'eau et tout ça, peut-être dans un second temps. Mais en tout cas, moi, c'était ce que j'avais à dire sur cette première partie. Okay, merci beaucoup, c'était très, très clair. Du coup, toi, Samuel, face à tous ces enjeux qui découlent de l'élevage intensif, tu proposes un autre modèle. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais un peu nous parler du modèle que tu proposes, comment tu es arrivé à mettre en place ce modèle et aussi quelles difficultés forcément tu fais face, puisqu'on sait très bien que c'est pas très valorisé dans la société productiviste dans laquelle on est de proposer un modèle qui est plus alternatif. Et aussi tous les enjeux éthiques derrière. Voilà, si tu peux nous parler un peu de tout ça, présenter. Merci.
Oui, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, moi je me suis installé en 2007, donc c'était pas la même ambiance. Il y avait pas le même vent institutionnel et de société, effectivement. Donc moi je me suis installé sur une ferme, donc à 40 km au sud-est d'ici, sur une ferme traditionnelle, un tiers de blé, un tiers d'herbe, un tiers maïs et des vaches laitières. Ferme familiale, en conventionnel. Donc au départ je traitais et tout. Donc il y a trois facteurs qui ont fait que j'ai réussi à changer. Et d'arriver aujourd'hui à, je peux dire le point d'arrivée dès maintenant, et puis je vais dire comment ça s'est passé la transition. Le point d'arrivée aujourd'hui, donc c'est pas encore, enfin c'est un système encore perfectible évidemment. Je dis pas que je suis arrivé, mais en tout cas je suis fier de là où je suis arrivé, c'est-à-dire on a diversifié, on a aujourd'hui un troupeau de vaches laitières et un troupeau de brebis allaitantes. On a un système pâturant à 100%, on n'a que des prairies. Et donc on est en système pâturant et en bio. On a fait des haies triples, on a refait des mares. Je vois clairement plus de faune et de flore sauvage. On a même des coins qu'on a laissés en libre évolution sur la ferme. Enfin, voilà. Puis on continue d'apprendre. Moi, je continue d'apprendre un peu tout ce qu'il y a en fait sur ma ferme. Écoute, je pars de loin. Mais voilà, moi je le sais. Alors entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, ça part de soi-même, la conscience. J'étais pas à l'aise avec le fait de traiter. Hein, je traitais au départ les betteraves, le maïs, etc. Donc je mettais des pesticides. J'étais pas à l'aise avec ça. Donc là, il y avait deux stratégies. Soit on est dans le déni, de maintenant, mais en fait, il n'y a pas le choix, et puis c'est pas si grave, et puis voilà, j'aurais pu prendre cette voie-là. Puis il y a l'autre de dire non, là, je suis vraiment pas à l'aise, ça va vraiment pas. Je me souviens d'une fois, j'ai traité les betteraves. Après, je me suis lavé. Bon, ça sent très fort les produits. C'est une odeur très, très caractéristique. Et voilà, de par tout le cheminement, j'avais eu des expériences ailleurs avant, dans des fermes bio notamment, où ça ne s'était pas toujours bien passé d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. En tous les cas, voilà, je me suis dit, là, non, je veux plus traiter. Donc ça part aussi de soi. Aussi, je veux plus faire de tracteur, en tout cas le moins possible. Donc voilà. Après, comment c'est possible de se faire accompagner, sachant que dans l'environnement, que ce soit mes parents ou les voisins, il n'y avait pas de modèle alternatif autre que un peu d'air, mais bon, surtout du maïs et puis des céréales, et puis voilà, avec des intrants et des engrais et des pesticides. Donc là, intervient les réseaux. On a la chance dans l'ouest de la France d'avoir des réseaux associatifs, notamment agricoles, assez denses, assez riches. Donc pour moi, ça a été les CIVAM. En Ille-et-Vilaine, ça s'appelle l'ADAGE, l'agriculture durable par l'autonomie, la gestion et l'environnement. Il y a aussi les GAB, l'agriculture biologique. On peut même citer TRAM. Enfin voilà, il y a une diversité de réseaux. Donc ça se passe concrètement. Voilà, on se retrouve entre pairs, PAIRS, et donc c'est des groupes basés sur l'éducation populaire. On réfléchit ensemble à comment on fait. Et moi, du coup, je venais de m'installer et j'ai vu des modèles de gens installés où économiquement, en système pâturant, ça marchait. Donc ça rassure. Donc voilà, agriculture de groupe, ça c'est le deuxième facteur. Et le troisième, un vrai soutien institutionnel. À savoir, alors petite anecdote, je vais voir ma banque. Je me suis installé en 2007. En 2010, je vais voir ma banque. Et pour être aujourd'hui comme je suis, à savoir, j'ai pas trop mal au dos, tout ça, ça va. Et bien ça, il fallait faire des travaux parce que j'avais une salle de traite extrêmement désuète. Et puis j'avais une stabule, même chose, très désuète. Donc j'avais des gros travaux à faire. Sauf que je n'avais pas mis ça dans mon étude prévisionnelle d'installation. Nouvelle salle de traite, nouveau hangar à fourrage, des chemins à vaches, nouveaux racleurs, des matelas sur les logettes. Donc tout ça, il fallait réemprunter 185 000 euros 3 ans après m'être installé sans avoir... Bon, voilà. Donc c'était casse-gueule. J'ai demandé ça à la banquière. Et elle m'a dit, véridique, à l'époque, donc on est en 2010, elle m'a dit, bon d'accord monsieur Dugas, mais à condition que vous passiez en bio. Et alors ça tombe bien parce que j'avais ça dans la tête. J'ai dit, ok, je vais le faire. En 2025, véridique, une collègue, alors c'est en 2024, bref, une collègue à Trans-la-Forêt qui veut s'installer, elle veut s'installer, donc elle va voir la banque, je ne sais pas laquelle c'est, mais bon, qui lui dit, bon d'accord, on vous prête, à condition que vous ne passiez pas en bio. Hein. Voilà où on en est en fait, comment ça a tourné. Et je l'ai vu moi pendant ces 20 ans que je me suis installé. Et comment j'ai réussi, soutien institutionnel, donc j'ai parlé de la banque, j'ai parlé du bio, où à l'époque, ça avait plutôt plus le vent en poupe, en tout cas au niveau des marchés. À l'époque, j'étais à Lactalis, j'ai quitté Lactalis pour rejoindre Biolay. Les prix n'étaient pas dégueulasses. Aujourd'hui, c'est catastrophique, on pourra en reparler, mais c'est la cata. Moi, aujourd'hui, je suis passé à Biolay, je vais être payé moins cher pour le prix de printemps, moins cher que du lait conventionnel. Véridique, 360 € les 1000 litres.
Et puis, soutien institutionnel, l'État, évidemment, on a l'impression d'avoir un coup de poignard dans le dos à chaque instant. C'est une catastrophe. Et donc là, un exemple, un des outils qui m'a permis, moi, de faire la transition, c'est les MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, ils sont le deuxième pilier de la PAC. Donc là, on n'est plus sur seulement des aides à l'hectare, mais des aides au changement de pratique, des espèces de paiements pour services environnementaux avant l'heure. En gros, les MAEC ont très bien marché en Bretagne. Il y en a eu à un moment donné, il y a eu plus de 5000 contrats de signés, donc sur 26 000 fermes, c'est pas rien. Et donc ça consistait on vous rétribue pour le fait d'avoir plus de prairies, en mettant plus de prairies, donc extrêmement vertueux dans un système polyculture élevage. Et en 2023, donc là, voilà, moi j'ai réussi à faire la transition grâce à l'EMAEC. En 2023, on a dû se battre, on a dû occuper la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, juste pour se faire payer les MAEC, donc les contrats qu'on avait signés. Donc voilà, l'ambiance, encore une fois, qui a vraiment tourné. Non, là, on est clairement en milieu hostile. Je reste très optimiste et j'expliquerai peut-être, je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais voilà, en ce moment, c'est très difficile pour les conventionnels, mais aussi parce qu'on est plein à être en système pâturant, en système économe et autonome, en termes de charge de travail, en termes économique aussi. Voilà, faut pas être dans le déni, on est dans une situation très difficile. Merci beaucoup Samuel pour ton témoignage. Peut-être avant de parler du futur et de modèles à très long terme, Scandola, tu pourrais revenir sur ce que tu disais sur l'impact au niveau de l'eau. Également, je pensais au niveau des terres, de l'accaparement des terres. Tout à fait. Déjà, je trouve que ton témoignage, Samuel, il permet comme tu dis très bien, de montrer que le vent a tourné. Enfin, aujourd'hui, c'est quand même complètement fou. Et on parlait du CPE tout à l'heure. La loi du plomb, elle a clairement aussi permis favoriser l'élevage intensif et conventionnel par rapport aux petites exploitations en bio. Enfin, il y a clairement politiquement un revirement qui est quand même assez dingue vers le conventionnel, vers l'intensif, vers l'agro-industrie. Et c'est ce qu'on a vu aussi au niveau local avec le SAGE, et ça va peut-être me permettre d'embrayer sur l'eau aussi. Je sais pas s'il y a beaucoup de Rennais et de Brétiliens dans la salle, mais il y a quand même un énorme problème local là sur la question du schéma directeur de gestion de l'eau du bassin de la Vilaine, où en fait c'est clairement les pouvoirs publics c'est clairement l'État qui a bloqué un process de réflexion autour de l'eau au profit de l'agro-industrie, au profit du conventionnel, de la production clairement de maïs et aussi du coup de l'utilisation des intrants chimiques, quoi. Et ça, c'est en lien avec l'élevage intensif parce que c'est des cultures qui servent en partie à nourrir les élevages intensifs de bovins. Ça sert aussi à la méthanisation, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Et du coup, sur l'eau, donc il y a un problème de pollution de l'eau par ces élevages intensifs et il y a un problème d'accaparement de l'eau. Alors ça peut être pour les besoins en eau de l'ICPE ou de l'élevage intensif, pour nettoyer, pour donner à boire aux animaux et tout ça. En fait, ces élevages-là, ils doivent normalement dire combien de mètres cubes d'eau ils comptent utiliser, tout ça. Il y a des départements, typiquement l'enquête qu'on a faite sur le Var, je crois que ça se chiffre je crois que j'ai les chiffres, je sais pas si je les ai renotés, mais c'est 428 mètres cubes d'eau par jour. En temps de sécheresse, c'est complètement, ça met une pression sur les cours d'eau locaux qui est complètement folle en fait, et qui est grave parce que c'est vraiment utiliser de l'eau qui est un bien public pour produire massivement et en tout cas c'est un vrai problème. Il y a aussi la question, c'est aussi lié quelque part aussi aux mégabassines, puisque les mégabassines, c'est pour irriguer des méga-cultures céréalières. Alors, faut savoir, il y a là où c'était, en tout cas vers Sainte-Soline, tout ça, c'est pas forcément pour nourrir l'élevage intensif, mais le maïs, c'est une culture qui est hyper gourmande en eau, donc il y a aussi cette idée de se dire, peut-être qu'on va
prendre de l'eau pour pouvoir irriguer le maïs, pour pouvoir le donner aux bêtes en élevage intensif. Enfin, ça pose effectivement toutes ces questions-là. Et sur on va appeler ça le grignotage des terres, un petit peu, tu as commencé à en parler un petit peu en parlant des haies que tu avais commencé à remettre, tout ça. Enfin, ça a aussi un lien finalement avec ce que dit l'autre enquête d'Inès Leroux sur le remembrement et tout ça, c'est qu'en fait, on est sur des exploitations qui sont de plus en plus grandes. On va prendre des terres pour cultiver typiquement du maïs ou des trucs comme ça plutôt que de les laisser en prairie permanente. C'est comme ça que tu travailles, toi. Enfin, donc en fait, il y a une sorte pareil, d'accaparement des terres en fait au profit de l'élevage intensif et c'est problématique parce que ces terres-là, on pourrait en faire autre chose, on pourrait les mettre en culture pour nous-mêmes. Et je pense qu'on en a parlé aussi un petit peu hier dans nos échanges, mais sur la question aussi du colonialisme, c'est qu'on est obligé d'importer il y a certains éleveurs qui sont obligés d'importer des céréales et tout ça. Alors, je suis pas spécialiste de qu'est-ce qu'ils importent, mais d'Amérique du Sud, du soja, voilà, ça, j'avais le soja en tête, d'Amérique du Sud et tout ça pour faire des tourteaux de protéines et les donner ensuite aux bêtes qui sortent pas. Et ça, c'est également problématique parce que on importe et en plus on récupère des produits de culture, des terres qui sont parfois aspergées de pesticides à l'autre bout de la planète. Donc oui, sur la question des terres, c'est clairement, l'élevage intensif a clairement un lien avec cette question d'accaparement des terres et de l'eau. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Si, très bien. Okay. Ça me fait penser justement à ça pour l'accaparement des terres. Il me semble que c'est 80% des terres agricoles qui sont utilisées pour faire des productions de céréales destinées à l'alimentation des animaux dits de rente. Donc c'est vraiment énorme. Et par rapport au Brésil, tu as une grosse partie de la forêt amazonienne justement qui est déforestée à cause de la création de nouveaux espaces pour la production justement de céréales qui est en grosse majorité importée. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui militent là-bas contre ça. Et je pense notamment, si ça intéresse des personnes ici, Sandra Guimarães, qui est une militante antispéciste brésilienne, qui a beaucoup justement écrit et travaillé là-dessus, sur l'accaparement des terres destinées ensuite à la consommation d'animaux, de protéines carnées en France notamment ou en Europe. Oui, parce qu'en plus, il me semble qu'au Brésil, il y a de l'élevage de bœuf, de l'élevage bovin qui grignote en plus la forêt. Et ils utilisent le cuir aussi, je crois, de ces animaux-là pour... De toute façon, c'est un grand ensemble, un beau cocktail qui est assez désastreux. Il y a plein de trucs qui s'embriquent, en effet. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, mais sinon, on peut peut-être... il reste à peu près 20 minutes, un peu moins. Donc on peut aussi ouvrir la discussion peut-être avec le public. Et moi, je pensais aussi à une question sur quel modèle à terme, puisque du coup, toi, tu proposes un modèle alternatif. Il y a toutes les conséquences dont on a parlé précédemment. Quel modèle à terme, à long terme, est-ce que c'est aussi éthique de continuer de consommer des animaux ? Moi, à titre personnel, je pense que non. Mais justement, c'est aussi la question qui peut être posée et comment on pourrait aussi transitionner vers un modèle qui soit plus éthique. Et voilà, donc peut-être aussi le public, si vous avez des réflexions à apporter, ça peut être intéressant. Et voilà. Oui, on a parlé de la question de l'élevage face au constat actuel de la concurrence d'usage de l'élevage intensif, concurrence d'usage sur l'eau, sur l'air, sur les terres, où ça devient un problème pour la société. L'agriculture devient un problème pour la société. Donc là, on est dans cette situation incroyable. Je crois que c'est David von Reybrouck, qui est un historien belge, qui a bossé sur le colonialisme, justement, et qui, lui, parle d'une nouvelle forme de colonialisme qui est devenu colonialisme temporel, c'est-à-dire on est en train de coloniser l'avenir des enfants, en pourrissant l'eau, la terre. Et quand je parle d'une concurrence d'usage sur l'air, il y a un herbicide sur maïs qui s'appelle le prosulfocarbe et qui est tellement volatile que même si on fait à soi-même son petit jardin tranquille, ses légumes, ils sont contaminés par le prosulfocarbe. Et ça, la source, c'est une enquête qu'il y a eu dans le 44 avec notamment le GAB 44 là-bas. Fait des échantillons et il y a eu une contamination. Et la question sur l'élevage
l'élevage, mais nous, alors moi à titre personnel, et puis même au niveau de la conf, on est à la fois ouvert évidemment à ce débat, parce qu'il se présente sur est-ce que l'avenir de l'élevage, c'est on change l'élevage ou on arrête l'élevage. Nous, on croit que d'avoir notamment des vaches, c'est extrêmement vertueux parce que ça permet d'avoir un système polyculture élevage, d'avoir des prairies en tête de rotation. Et pour valoriser l'herbe, on fait guère mieux que ces bêtes-là. Mais à condition, effectivement, de manger moins de viande. On peut aussi discuter par rapport à l'élevage laitier de qu'est-ce qu'on fait avec le veau. Est-ce qu'on peut... Mais il y a des modèles où il y a des modèles de lactation longue. Alors, dans les bovins, ça se fait peu, mais en tout cas, sur les chèvres, ça se fait. Nestlé Roche, je crois qu'elle a travaillé justement là-dessus. Mais même en lait, on peut imaginer, moi je l'ai fait à un moment donné, et là je rechange de pratique parce que ça devient économiquement, du fait des prix du lait dont j'ai parlé tout à l'heure, ça devient compliqué, mais de laisser le veau sous la mer, et puis nous on traite quand même, mais on prélève, c'est une sorte de prélèvement. Et là, voilà, on peut réfléchir à des choses comme ça, et puis surtout, pour moi l'avenir de l'élevage, c'est là en fait le fait qu'il y ait une chute de linéaire de haies. Je crois qu'on perd 26 000 km, alors ça c'est à l'échelle nationale, et en Bretagne c'est la même proportion, on baisse en haies malgré des mesures comme Brest-Bocage, etc., qui dépensent beaucoup d'argent public, mais on baisse en haies. Mais ça c'est exactement parallèle, cette chute-là de mètres linéaires de haies, avec la courbe de la baisse de nombre de paysannes et de paysans. Donc pour faire un peu de l'agriculture de dentelle, un peu fine, un peu de précision, on ne peut pas. Du coup, là, on est tous responsables. La société ne peut pas déléguer comme ça son agriculture et son alimentation à 1% de la population. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut changer ça. Alors, est-ce qu'on fait une grosse vague d'installation quand je parlais que j'étais optimiste tout à l'heure, c'est pourquoi je le suis optimiste. C'est parce que là, pour moi, on est dans un système hyper agressif. J'ai parlé de milieu hostile tout à l'heure, mais parce que pour moi, on est dans les survivances comme un lion blessé, quoi, qui est extrêmement agressif, dangereux. Du coup, ça ne donne pas des moments agréables, mais parce que pour moi, c'est un système acculé et il est allé tellement loin, notamment dans le regroupement des fermes, avec la méthanisation, c'est une catastrophe. Il allait tellement loin que pour changer ça, on ne va pas avoir le choix que de faire un changement radical avec une réforme agraire, avec les pistes de la sécurité sociale agricole, qui sont des pistes extrêmement intéressantes pour piloter, pour aller vraiment vers une souveraineté alimentaire, pour être capable de piloter la société qui pilote son agriculture. Bref, il y a des pistes, mais là, il va falloir... un changement politique en profondeur. Radical, voilà. Si quelqu'un dans le public a une question ou quelque chose à... N'hésitez pas. Bonjour. Donc, ma question va être orientée par le fait que je suis militante à L214 et je voudrais vous remercier pour vos récits qui sont aussi éclairants qu'alarmants. Mais j'ai très peu entendu la souffrance animale, qui est considérable, à part les chiffres que vous indiquez quand même sur les nombres d'animaux tués par an. Leur vie est très très courte et l'enfer est pour eux. Je peux répondre si tu veux. Merci beaucoup pour votre question. Effectivement, ça faisait partie des choses que je m'étais notées et par manque de temps, je ne suis pas forcément rentrée dans les détails. Mais déjà, les chiffres que j'ai donnés au début, ce sont des chiffres issus de L214, justement. Nous, à Reporter, on a fait récemment une enquête. On est allé dans un abattoir. En fait, on a incrusté justement une action de militants dans un abattoir. Et on était atterrés de voir en fait c'est des choses qu'on dit, mais à la force, on les oublie. On était atterrés de voir les conditions dans lesquelles les animaux étaient traités. Enfin, comme vous dites, c'est inhumain. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de... Les poussins sont broyés. Enfin, rendez-vous compte, les poussins passent dans des... Enfin, moi, j'ai vu les images de l'enquête de L214. Ça doit faire il y a un peu moins d'1 an que vous l'avez sorti, cette enquête-là. C'est quand même glaçant. Enfin, c'est même pas ils sont tués un à un, ils sont broyés dans une sorte de rouleau compresseur ignoble et c'est des paquets de poussins là qui ressortent à l'arrivée. Donc il y a un aspect
hyper choquant où l'animal est considéré comme une marchandise, voire comme un déchet en fait. Enfin là pour le coup les poussins c'est vraiment ça parce que les poussins mâles du coup sont broyés parce qu'on n'en a pas besoin quoi. Enfin c'est vraiment et donc il y a effectivement, vous faites bien de le souligner, en plus de tout ce qu'on a dit de l'impact sur l'environnement et tout ça, il y a une vraie question de comment on considère les animaux derrière en fait. Enfin qui on est pour penser qu'un bébé poussin en fait peut a juste comme vocation d'être broyé dans un immense truc de pâte à modeler là parce que c'est vraiment ça qui ressort. Donc non, c'est sûr que c'est c'est même je dirais la première la première critique qu'on doit faire à l'élevage intensif. Et alors, il n'y a pas que, en plus, en agriculture, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la production de fourrure. Enfin, c'est terrible, les élevages de fourrure, c'est une calamité en Europe. C'est des animaux qui sont... Enfin, vraiment, on leur enlève la peau, quoi. Enfin, c'est terrible. Donc, oui, c'est sûr que au nom du bien-être animal et au nom de la considération qu'on a pour ces animaux, il y a clairement... il faut réformer tout ça, quoi. Enfin, c'est sûr et certain. Merci en tout cas d'avoir posé la question. Moi, je veux bien compléter aussi là-dessus, parce que justement, dans l'élevage, notamment intensif, mais aussi de manière générale, on considère l'animal comme une chose et non comme un individu en soi. Donc, il y a aussi tout l'enjeu de l'éthique qui est derrière, quelle considération morale on veut accorder ou non aux animaux. On le voit, par exemple, dans le droit français, que les animaux sont sous le régime des objets, et que des animaux peuvent avoir plusieurs statuts différents en fonction de leur utilité vis-à-vis de l'humain. Je peux prendre l'exemple du lapin, par exemple, qui a plusieurs statuts juridiques en France, qu'il soit un lapin utilisé pour l'expérimentation animale dans les laboratoires, un lapin qui va être utilisé pour la consommation humaine, ou un lapin dit de compagnie, qui lui, du coup, va avoir une grosse protection. Donc il y a aussi toute cette réflexion limite philosophique autour de la considération morale qu'on a envers les animaux, et qui vient questionner aussi toutes les pires pratiques de l'élevage. Dans l'élevage intensif, on coupe la queue des cochons, on leur ronge les dents. Enfin, il y a vraiment des choses horribles. Et on n'a pas aussi parlé du sort des poissons, qui sont quand même les individus qui sont le plus tués dans le monde en termes de quantité, qui eux aussi subissent des tortures absolument affreuses. Par exemple, avec la pêche au chalut, ou quand on remonte les filets, la vessie des poissons explose à cause de la différence de pression. Voilà, il y a toutes ces choses-là dont on ne parle pas forcément. Et pour les poissons, je trouve que c'est vraiment intéressant quand même de le dire, parce que on a beaucoup moins d'empathie. Déjà qu'on a très peu d'empathie envers les animaux terrestres. Envers les poissons, l'humain se projette encore moins dans les poissons, alors que les souffrances sont énormes. Je rebondis sur ce que tu as dit, Jade, par rapport à où dans les élevages, on réifie les animaux. Donc pas dans tous, parce qu'effectivement, dans une forme d'agriculture paysanne, on va vraiment considérer alors les vaches, en plus, c'est quand même plus facile, effectivement, qu'avec les poissons, mais on va les considérer comme individus singuliers. Et d'ailleurs, on va travailler avec le nom des vaches, mais non seulement ça, moi j'ai des vaches, elles ont un surnom, voire un deuxième surnom. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la pratique des veaux sous la mer, c'est parce que je voyais bien la souffrance du mammifère qui hurlait sa souffrance quand je séparais son veau. On le voit, clairement. Et donc, c'est pour ça qu'on est complètement ouvert à changer ça et comment faire pour que économiquement ce soit viable de laisser les veaux sous la mer. Et puis... parce qu'évidemment, il faut parler de cette souffrance animale, et on a dit qu'on en allait en parler, et je glisse là, toute la souffrance humaine dans ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire. Où là, on parlait de vie broyée, alors elle n'est pas physiquement broyée, mais voilà, c'est un peu quand même aliénant, plus qu'aliénant, c'est des vies incroyables, et je vous invite à lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, À la ligne, merci, de Joseph Pontus, parce que c'est un livre incroyable, coup de poing. La paix sur lui, parce qu'il est mort, mais l'auteur, mais en tout cas, voilà. Merci, il nous reste 5 minutes, est-ce que quelqu'un a une autre question avant qu'on clôt ? Bonjour. Vous avez dit qu'il y avait 1% de la population qui ne pouvait pas nourrir 99%. Et j'aurais voulu savoir, moi, parce que voilà, dans l'enseignement agricole, on s'aperçoit aujourd'hui, notamment en Bretagne, que l'enseignement agricole est très mal, est malmené.
Et donc, elle n'est pas du tout soutenue par les pouvoirs publics aujourd'hui, notamment l'enseignement pour l'agriculture biologique ou l'agroécologie. Aujourd'hui, 80% de l'enseignement est privé et qui effectivement valorise effectivement l'intensif, etc. Donc, comment faire pour que effectivement la formation des jeunes et aussi des adultes, parce que les CFA aussi sont très malmenés aujourd'hui, ils sont en train de disparaître, etc. Comment faire pour que les jeunes puissent être formés correctement et pouvoir après s'installer aussi dans de bonnes conditions, quoi. Je peux. Ouais, ok. Eh bien, non, vous avez raison. L'enseignement agricole n'est pas en bonne forme. Enfin, c'est presque resté figé dans les années, parfois, sans caricaturer, mais dans les années 80. J'ai l'impression que là aussi, il y a eu des prémices de changement, d'ouverture et qui se sont un peu refermées. On entend un discours de jeunes qui peut être plus radical que les parents, avec une vision encore plus pro-industrielle. En piste de changement, continuer d'ouvrir le monde agricole aux non issus du milieu agricole, et sans caricaturer en disant que ceux issus du monde agricole ne peuvent pas amener des idées nouvelles. Évidemment, c'est pas ce que je veux dire. Mais de toute façon, déjà, démographiquement, ça va pas suffire. Et de deux, ces idées nouvelles-là peuvent être amenées par tous ces personnes qui veulent retrouver un sens à leur vie par l'agriculture. Et là, le gros point, pour moi, c'est pas l'enseignement agricole. Le gros point de blocage, enfin, c'en est un, mais c'est que derrière, il faut du foncier. Et c'est pour ça que j'ai parlé de réforme agraire tout à l'heure, et qu'on parlait du point de la méthanisation, qui est une catastrophe par rapport à l'accaparement du foncier, parce qu'en plus, il est subventionné avec notre argent, ce foncier-là. Donc voilà, il va falloir qu'on s'attelle à cette question-là de mettre carrément, pourquoi pas, un plafond par actif, de changer ce système de distribution des aides agricoles à l'hectare, qui aussi fait que cette course à l'hectare... Enfin, voilà, pour moi, cette question-là du foncier, elle est liée à ce que vous dites. Et juste pour compléter sur l'enseignement, nous, ce dont on s'est rendu compte à Reporter, c'est qu'il y a un entrisme des lobbies agro-industriels aussi dans les établissements, en fait, qui est quand même complètement fou. Enfin, alors, j'ai plus les exemples précis en tête, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, mais je crois que Intercéréales, qui a un gros lobby céréalier, du coup, finance des formations, enfin, c'est quand même aussi ça le problème, quoi. C'est que dès l'école, en fait, on leur bourre le crâne de logique hyper agro-industrielle néfaste. Oui, d'accord, ouais. Oui. Il y a quand même deux mondes. Oui. Excusez-moi, oui, il y a deux mondes qui se côtoient. Il y a l'enseignement privé et l'enseignement public. Ces deux mondes qui, effectivement, ont du mal à se parler, ont du mal à se... Voilà. On voit bien vers qui, aujourd'hui, on tend, notamment en Bretagne, à privilégier. On voit bien l'enquête de Splan qui proposait, effectivement... Enfin, qui a démontré que l'enseignement privé était subventionné et archi-subventionné par la région et n'a pas des moyens, effectivement, pour soutenir l'enseignement public à côté, quoi. Enfin, voilà, ça aussi, c'est un vrai problème après, parce que, par exemple, en Bretagne, il n'y a que deux lycées qui font de l'agriculture biologique sur leur exploitation. Voilà, déjà, c'est un problème. Je trouve que, voilà, déjà, si on veut montrer aux jeunes, même aux adultes, comment s'installer, etc., il faut aussi proposer aussi une agriculture aussi qui aille dans ce sens-là. Sur le nombre de lycées qu'il y a dans la région, 2 lycées qui font de l'agriculture biologique, c'est quand même très très peu, quoi. C'est sûr. Mais après, il y a quand même de l'espoir. Enfin, moi, oui, j'étais j'ai couvert pas mal les manifestations pour le SAGE et tout. Il y avait pas mal de jeunes justement qui étaient dans une optique de reprendre la ferme de leurs parents en bio, en prairie permanente et tout ça. Et je trouve que ça donne moi, ça m'a donné vachement d'espoir en fait aussi d'aller dans ces manifs et de voir qu'il y avait des lycéens qui étaient hyper sensibilisés à ça. Mais je suis d'accord avec vous, il y a pas assez, quoi. Ça, c'est sûr que je savais pas que c'était que 2 en Bretagne, mais c'est quand même choquant. C'est très choquant, ouais. Et je suis désolée, mais on va devoir clore vu que les 40 minutes sont écoulées. C'est un bon mot de la fin en tout cas. Merci à vous deux d'être venus pour cette conférence. Et puis, Merci. Espérons un modèle plus éthique et durable à l'avenir. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges.
Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.